Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 7, le globe d'Hitler. Surnommé globe d'Hitler ou globe du Führer, sa dénomination complète est globe Columbus pour les dirigeants de l'État et de l'industrie. Et il s'agit d'un globe terrestre conçu spécifiquement pour Adolf Hitler et son parti nazi. Durant les années 30, et alors que les nazis ont commencé leurs manœuvres sordides à travers l'Europe, l'usine Columbus fabrique deux éditions limitées du globe à Berlin. Le premier est destiné pour le siège du parti nazi, tandis que l'autre pour le dictateur sanguinaire lui-même. Le globe aux dimensions gigantesques était placé dans son propre bureau sur une base en bois. Et sur ce globe, les frontières de l'Allemagne nazie incluaient l'Autriche ainsi que les régions tchèques des Sudètes, en plus d'une partie de la Pologne qu'ils ont arrachée suite au pacte germano-soviétique de 1939. Mais le changement le plus notable sur la carte était l'Abyssinie, actuelle Éthiopie, qui fut remplacée par l'Afrique orientale italienne. Le globe deviendra très largement connu dans le monde occidental suite au film parodique de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Dans le long métrage, le globe est représenté par un ballon qui finira par exploser au visage du tyran dépeint par le célèbre comédien. Mais avec la fin de la guerre, le globe a aussi disparu des radars, même si plusieurs prétendus globes sont apparus tout autour du monde, mais aucun moyen de les authentifier. Et les trois plus connus sont toujours à Berlin. Le premier dans un institut géographique, un autre au musée de la Marche de Brandebourg et un troisième au musée historique allemand. Mais d'autres collectionneurs prétendent aussi avoir en leur possession l'original. Certains portent des traces de balles ou des dégâts sur la partie représentant l'Allemagne et qui auraient été laissés là comme signe de représailles, soit par des soldats soviétiques ou alliés. Le globe catalyse toujours une fascination malsaine, puisque la relique est vue comme la preuve par excellence du désir mégalomaniaque du dictateur nazi de dominer le monde. Et même plusieurs décennies après la fin de la guerre, un de ces prétendus globes est parti pour plusieurs dizaines de milliers d'euros aux enchères. L'histoire raconte que c'est le vétéran américain John Barzamia qui aurait découvert et dérobé le globe dans le Nid d'Aigle, l'une des résidences du dictateur fou. Néanmoins, l'historien polonais Wolfram Pobans, certainement le plus grand spécialiste du globe, croit que tous les exemplaires qui existent encore du globe ne sont que des copies. Le chercheur pense que l'original est toujours perdu, mais suppose qu'il est certainement en la possession des Russes. Numéro 6. L'expédition tibétaine. Au début de l'année 1939, les nazis ont envoyé une équipe composée de 5 membres en mission au Tibet sous les ordres directs de Heinrich Himmler. Le but de cette expédition, découvrir la source de la race aryenne qui obsédait tant les nazis. Dans l'esprit complètement dérangé d'Adolf Hitler, les Aryens d'Europe du Nord étaient entrés en Inde depuis le Nord il y a environ 1500 ans. Il pensait aussi que les Aryens avaient commis le crime de se mélanger avec le peuple non-aryen local et avaient par conséquent perdu les traits qui faisaient d'eux un supérieur élément au reste des races sur Terre. Ceux qui croyaient en l'idée d'une race suprémaciste blanche croyaient à la cité perdue fictive d'Atlantis, où vivaient autrefois les gens du sang le plus pur. Elle aurait été située quelque part entre l'Angleterre et le Portugal dans l'océan Atlantique et cette île mythique aurait coulé après avoir été frappée par un éclair divin. Selon la théorie, tous les Aryens qui ont survécu se sont déplacés vers des endroits plus sûrs, y compris l'Himalaya, en particulier le Tibet qui a été décrit comme le toit du monde. Et en 1935, Himmler crée une unité spéciale au sein des SS sous le nom de Bureau de l'héritage des ancêtres, dont la mission était de découvrir où les gens sont allés après avoir fui l'Atlantide après la foudre et les inondations et où les traces de la grande race subsistent et peuvent être excavées selon eux. C'est ainsi que l'expédition nazie menée par 2 membres éminents, le premier, Ernest Schaffer, un zoologiste de 28 ans qui avait visité la frontière indo-sino-tibétaine 2 fois plus tôt et qui était aussi membre des troupes SS. Le deuxième homme était Bruno Bigger, un jeune anthropologue qui a rejoint les forces spéciales SS en 1935. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à la ville tibétaine de Lhasa où ils furent extrêmement bien accueillis par les Tibétains qui ignoraient leurs véritables intentions. Et au cours de leur mission, les nazis prenaient des mesures des crânes et des détails faciaux des Tibétains et fabriquaient des masques faciaux et en particulier rassemblaient du matériel lié à la lignée, aux origines
Vikings et à l'importance et le développement de la race nordique dans cette région. Bigger avait mesuré les crânes et les traits de 376 Tibétains, pris 2000 photographies, modelé les têtes, les visages, les mains et les oreilles de 17 personnes et collecté les empreintes digitales et les mains de 350 autres. Il a également rassemblé 2000 artefacts ethnographiques avant que le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale ne vienne couper court à la mission. Les archives et les objets ramenés de l'expédition furent gardés par Schaffer dans sa résidence à Salzbourg, avant que tout ne parte en fumée durant un raid des Alliés sur la propriété en 1945. Numéro 5. Escadrille 19. L'escadrille 19 est devenue synonyme d'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale depuis le 5 décembre 1945. La Flight 19, en anglais, une équipe de 5 avions bombardiers torpilleurs de type TBF Avenger de l'US Navy, ont disparu de façon complètement inexpliquée au-dessus du triangle des Bermudes après avoir perdu le contact avec les tours de contrôle durant un vol d'entraînement, et un hydravion de type Martin PBM Mariner envoyé à leur recherche ou bien pour trouver des débris ou un site de crash est lui aussi disparu dans des conditions tout aussi troublantes. Aucune épave ou débris des 6 avions n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer de cause pour expliquer la disparition de 27 personnes et 6 aéronefs au total. Depuis, l'escadrille 19 n'a cessé d'être un sujet de controverse et de spéculation. Durant les années 60 et 70, plusieurs magazines et auteurs indépendants commencent à propager l'idée selon laquelle les avions auraient été littéralement avalés par le triangle des Bermudes, une zone maritime dans l'océan Atlantique située entre les côtes américaines de Floride et celles de Cuba et l'archipel britannique des Bermudes, célèbre pour le nombre inquiétant de disparitions inexpliquées qui y ont lieu. Mais des années plus tard, des témoins se sont manifestés, racontant qu'ils ont vu le lieutenant Taylor, leader de la formation, discutant avec son commandant durant le briefing précédant l'exercice, lui demandant d'être dispensé de cet entraînement. Un élément qui a rajouté au nuage de mystère déjà très grand entourant cette affaire. Le scénario le plus plausible est une erreur de navigation due à une soudaine tempête tropicale qui a fait perdre le cap à l'escadrille qui s'est perdue au-dessus de l'océan, se retrouvant ainsi à court de carburant, les obligeant soit à effectuer un amérissage d'urgence ou bien à s'éjecter de leur avion. Mais malgré plusieurs tentatives, aucun débris ou cimetière maritime n'a jamais été découvert. Mais il repose très certainement au fond des eaux du triangle des Bermudes. Numéro 4. Liste mystère nazi. L'un des pires endroits de l'histoire de l'humanité, le camp d'Auschwitz, a ouvert ses portes en 1940 et c'était le plus grand camp de concentration nazi. Situé au sud de la Pologne occupée, l'endroit a au début servi comme lieu de détention pour des prisonniers politiques. Néanmoins, ça a très vite évolué en un réseau de sites où des prisonniers juifs ainsi que d'autres groupes marginalisés ont connu les pires exactions aux mains de leurs tortionnaires nazis. Et en 2009, durant des travaux routiniers de conservation dans le complexe, l'historien polonais Dominik Sinowik retrouve un document mystérieux contenant les noms de 17 soldats britanniques écrits en crayon et en écriture script. L'historien Dominik Sinowik a découvert le papier sous des débris dans un bunker au sein du camp annexe de Monowitz où étaient généralement gardés des prisonniers britanniques. La majorité de ce qui est écrit sur le papier est incompréhensible et ni Sinowik ni d'autres historiens ne sont parvenus à le déchiffrer ni à déterminer à quoi il servait. Sinowik confiait dans une interview, je cite, « C'était clairement les noms de soldats anglais, nous présumons des prisonniers de guerre, mais nous voulons essayer d'en savoir plus sur eux et nous aurons besoin de l'aide des Britanniques pour le faire. Mais les experts et les historiens restent divisés et la liste des 17 noms reste un véritable mystère. Et même si la plupart avancent que ce sont les noms de prisonniers de guerre juifs détenus dans les camps, d'autres avancent la théorie que les noms appartiennent à une division britannique SS, les Britisches Freikorps, qui se sont battus auprès des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour rajouter encore plus au mystère, certains des noms portaient des coches à côté, mais leur signification reste inconnue. Et même si les autorités polonaises ont présumément fait une demande pour accéder aux archives militaires britanniques afin de trouver une quelconque concordance, il n'y a eu que très peu d'avancées majeures sur l'affaire depuis 2010. Numéro 3. Le pape et le diable.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican décide devant l'incrédulité de plusieurs de suivre une politique de neutralité. Ce n'est qu'en 1943 que le pape décide de s'impliquer en servant de relais de transmission entre la résistance allemande et les Alliés, alors même que les troupes nazies étaient au seuil de leur porte puisqu'il occupait la ville de Rome. C'est ainsi que le général SS Karl Wolff raconte qu'il aurait reçu l'ordre de la part d'Adolf Hitler lui-même de préparer une mission afin d'arrêter, de kidnapper et de relocaliser le pape plus au nord, l'isolant ainsi des Alliés et le tenant par la même occasion dans sa poigne. L'histoire fait surface en 72 quand le général Karl Wolff a lui-même écrit, je cite, « J'ai reçu d'Hitler en personne l'ordre d'enlever le pape Pie XII. Il aurait reçu l'ordre de s'emparer du Vatican et de relocaliser le pape au Liechtenstein, un état entre guillemets neutre. Mais il y a plusieurs avis contradictoires sur l'affaire. Dan Kurzman, un ancien correspondant du Washington Post, prétend dans son livre Special Mission sur le sujet que les entretiens qu'il a conduits avec plusieurs personnes impliquées du côté allemand comme du côté du Vatican, parmi lesquelles Karl Wolff, laissent très peu de doute quant à la véracité de la volonté de kidnapper le pape. Il rajoute que s'il n'existe aucun document allemand qui fait mention de l'affaire, c'est bien parce que Hitler lui-même interdisait formellement que tout détail de la mission secrète ne soit mis sur écrit. Le journaliste britannique John Cornwall lui aussi croit que le stratagème secret était bel et bien réel et que ce sont les conseillers du dictateur, en l'occurrence Goebbels, ministre de la propagande, qui le dissuada, le convainquant qu'une telle opération aurait un impact dévastateur sur l'opinion internationale. Comme s'ils avaient besoin de ça. Mais d'autres spécialistes restent tout de même plus sceptiques et pensent que la vie et la liberté du pape ne furent jamais sérieusement menacées, puisque les nazis savaient très bien qu'une telle action ne ferait que renforcer la résistance qu'ils rencontraient, surtout dans une Europe majoritairement catholique. Pour d'autres encore, ce n'était rien de plus qu'un autre stratagème nazi pour effrayer le pape afin qu'il abandonne ses manœuvres secrètes avec les Alliés. Cette affaire est d'ailleurs un grand sujet de désaccord entre les historiens. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. La menace sur le pape et le Vatican de la part des nazis était-elle bien réelle à votre avis? Numéro 2. Opération Pastorius. Hitler était convaincu que s'il voulait dominer le monde, il devait affaiblir les États-Unis. Mais la grande distance et le fait que la majorité de ses ressources étaient déjà engagées en Europe rendaient une offensive directe tout simplement impossible. C'est ainsi qu'il entreprend de saboter le pays de l'intérieur en ciblant plusieurs points clés de l'économie américaine. Et l'une des offensives les plus importantes pour atteindre son but était l'opération Pastorius, où il prévoyait de s'attaquer à plusieurs cibles économiques américaines, notamment les centrales hydroélectriques aux chutes du Niagara, plusieurs usines de fabrication d'aluminium, la célèbre courbe ferroviaire de la Horseshoe Curve en Pennsylvanie et le Hellgate Bridge, un pont ferroviaire traversant l'East River à New York, ainsi que plusieurs autres infrastructures, usines et équipements divers. Et en juin 1942, 8 agents ayant au préalable vécu aux États-Unis furent recrutés. 2 d'entre eux étaient déjà des citoyens américains et les autres reçurent de faux documents de voyage ainsi que 175 000 $ en cash afin de mener à bien leur mission. Et chaque agent était assigné à un objectif bien spécifique avant d'embarquer dans des sous-marins U-boat à destination de la côte est des États-Unis. Le premier sous-marin approcha la côte à Amagansett, à l'est de la ville de New York sur Long Island. Il débarqua 4 saboteurs, tandis que le deuxième sous-marin débarquait les 4 autres membres restants au sud de Jacksonville en Floride. L'équipe du premier U-boat arriva jusqu'à la côte en uniforme militaire de façon à être considérés comme des prisonniers de guerre et non comme des espions s'ils étaient capturés. Ils apportèrent avec eux et enterrèrent assez d'explosifs, d'amorces et d'engins incendiaires pour mener 2 ans d'opération. Mais aussitôt arrivés à New York, 2 d'entre eux allèrent tout de suite au FBI pour se dénoncer, rajoutant qu'ils n'avaient aucune intention de mener la mission et que leur seul objectif était d'échapper à l'Allemagne nazie. Et les 6 autres saboteurs furent très vite arrêtés. Mais malgré leur reddition volontaire qui a permis aux États-Unis de démanteler la mission, l'un d'entre eux fut condamné à la prison à vie, tandis que l'autre eut une sentence de 30 années de prison. Les 6 autres furent exécutés le même jour sur la chaise électrique. Numéro 1. La bataille de Los Angeles.
Dans les mois qui ont suivi l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor à Hawaï le 7 décembre 1941 et l'entrée des États-Unis officiellement dans la Deuxième Guerre mondiale, la paranoïa n'a cessé de s'intensifier dans tout le pays. Un sentiment renforcé par les différentes attaques menées au large de la côte ouest des États-Unis sur plusieurs navires de guerre américains de décembre 41 jusqu'en février 42. En quelques mois, la peur gagna la population américaine, spécialement le long de la côte ouest où une attaque japonaise était bien plus qu'une simple probabilité. Et dans toute la partie ouest du pays, les autorités imposèrent des couvre-feux, voire même des interdictions totales d'allumer les lumières pour des bâtiments, des écoles et même des véhicules. Et les rumeurs sur une attaque imminente se sont intensifiées au point que l'armée américaine a commencé à déployer des soldats pour protéger des endroits clés de missions de sabotage, la plus connue étant dans le studio de Walt Disney au sud de la Californie. Et alors que les États-Unis se préparaient sérieusement à une guerre sur leur sol, des bunkers et des missiles anti-aériens ont été installés un peu partout dans le pays. Chaque ville, village ou même petit patelin avait un protocole très strict en cas d'attaque aérienne. Et le 24 février 1942, la tension et la paranoïa atteignirent leur paroxysme quand l'Office of Naval Intelligence annonce une attaque imminente sur la Californie et qu'elle aurait certainement lieu dans les 10 prochaines heures. À 2h25 du matin, les sirènes d'alerte publique étaient audibles à travers tout le comté de Los Angeles. Le maire ordonna une extinction totale des feux. Pour le restant de la nuit, ainsi que très tôt le matin, la 37e brigade côtière d'artillerie tire plus de 1400 obus au total sur des prétendus avions ennemis. Et quand le couvre-feu est levé à 7h21 du matin, plusieurs projecteurs à très haute puissance sont pointés vers le ciel pour les prochains jours, afin d'illuminer de potentielles menaces ou bien pour signaler un quelconque danger. Mais ces flashs créèrent encore plus la confusion chez la population, pensant que ces flashs venaient des assaillants. Et quelques heures seulement après la fausse attaque aérienne, le secrétaire à la marine des États-Unis, Frank Knox, déclare qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Aucun avion japonais n'a jamais été repéré cette nuit-là, et le gouvernement japonais a toujours nié son implication. Mais cette fausse guerre a engendré, hélas, des pertes bien réelles. 3 civils sont tués par des retombées d'obus et 3 autres meurent d'une crise cardiaque due au stress. Pour plusieurs, l'élément déclencheur de cette paranoïa a été un balançant de météorologique aperçu durant la nuit au-dessus du ciel de Santa Monica et confondu avec un avion japonais. Le mystère entourant les événements suscite de nombreuses rumeurs. Certains auteurs interprètent bien plus tard ces événements comme la manifestation d'ovnis extraterrestres. Et cette image capturée sur Mars par le rover Spirit a ébranlé la communauté scientifique. Découvre-la ainsi que les découvertes les plus troublantes faites sur Mars en cliquant sur cette vidéo.